Merci d'être avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci d'être avec nous sur Question Directe. Je reçois aujourd'hui M. Alioune Sall, spécialiste de la prospective, directeur exécutif de l'Institut des futurs africains. M. Sall, merci d'avoir accepté notre invitation. Le 6 et 8 février dernier s'est tenu en France ce qu'on appelle une réunion sur l'Afrique, une réunion sur l'économie africaine. Et ça a abouti à la mise en place d'une fondation pour la croissance en Afrique, une croissance partagée. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie? Plusieurs choses. La première, c'est que cette réunion se tient en France, s'est tenue en France. J'aurais souhaité qu'elle puisse se tenir en Afrique, puisque l'on parle de croissance africaine. Il y a dans le lieu quelque chose qui évoque la continuation d'un certain passé qui n'est pas étranger à la situation de dépendance que nous connaissons aujourd'hui. La deuxième chose que cela évoque chez moi, c'est que aujourd'hui, l'émergence est devenue une espèce de poncif. L'émergence est dans toutes les bouches qui s'expriment en français ou en anglais. Mais que signifie-t-elle réellement? Je crois qu'il y a là matière à réflexion. Il se trouve que l'émergence recouvre des notions qui sont quelquefois de vieilles notions, héritées de Rostov. Et ceux qui connaissent Rostov savent que son propos était quelque peu idéologiquement marqué, puisque le sous-titre de son fameux ouvrage sur les étapes de la croissance, c'est précisément Manifeste anticommuniste. Et il a joué un certain rôle dans l'establishment américain. Mais l'émergence peut signifier aussi autre chose. Elle peut signifier une rupture par rapport à un certain ordre dominant. Et lorsque l'on parle donc de fondation pour l'émergence, de fondation pour une croissance africaine, il faut, je crois, se hâter de préciser ce dont on parle. S'il s'agit de promouvoir une croissance inclusive, cette fondation est bienvenue. Parce qu'aujourd'hui, même si l'Afrique se targue de connaître des taux de croissance élevés, et c'est vrai qu'ils sont élevés en comparaison à ce que sont ces taux de croissance en Amérique ou dans la vieille Europe, il reste que cette croissance est loin d'être inclusive, tant et si bien que si 6 des 10 pays qui connaissent les plus forts taux de croissance économique au monde sont africains, il reste également que 5 des pays où les inégalités sont les plus fortes sont des pays africains. Je n'en veux pas preuve que le fait qu'aujourd'hui, au hit parade, si l'on peut dire, de l'inégalité, l'Afrique du Sud a remplacé le Brésil. Cela signifie que la croissance dont on parle, la croissance que l'on enregistre, celle-là que l'on mesure, n'est pas une croissance inclusive. Elle laisse en rade, si vous me permettez l'expression, un certain nombre de groupes sociaux. Cette croissance s'accompagne de disparités sur le plan géographique, de disparités sur le plan socio-économique, de disparités sur le plan social, et ces disparités fragilisent à terme le corps social et rendent la croissance en question peu durable. Il faut donc effectivement trouver le moyen de faire en sorte que cette croissance se double d'une équité qui passe entre autres par un accès à l'emploi pour le plus grand nombre. On a l'impression qu'il y a une évolution des thèmes utilisés ou des paradigmes, qu'on serait passé d'une mondialisation à la croissance, on passe à l'émergence. On a l'impression que c'est des mots qu'on utilise pour couvrir peut-être d'autres réalités. Oui, c'est ce que je disais à l'entame de mon propos, en soulignant que derrière cette idée d'une émergence, on retrouve la vieille théorie du décollage qui a connu une fortune médiatique parce que Rostov, encore une fois, a joué un certain rôle dans la formation des économistes et dans l'establishment américain. Certes, par certains aspects, l'émergence ne diffère guère de ce que Rostov appelait la phase de décollage. Il y a un élément nouveau cependant, c'est que cette phase de décollage se tient dans un contexte de mondialisation, de globalisation accrue. Et où donc la question de l'accès aux marchés mondiaux se pose avec plus d'acuité.
que dans les années 1960. Et où donc les questions de compétitivité, les questions de productivité revêtent une acuité plus grande sans doute que c'était le cas il y a une cinquantaine d'années. Mais, encore une fois, la question n'est pas de savoir si la croissance est nécessaire, si une croissance forte est nécessaire, il ne saurait y avoir de doute là-dessus. On ne peut pas se développer durablement sans une croissance soutenue, surtout dans des contextes où on connaît une forte croissance démographique. Mais la croissance en elle-même ne résout pas les problèmes de sous-développement. La croissance en elle-même ne résout aucun des problèmes auxquels est confrontée l'Afrique, sinon nous n'en serions pas là aujourd'hui. N'oublions pas que dans les années 60, nous avons connu des périodes de forte croissance, avec des prix stabilisés, avec une certaine garantie aux producteurs, etc. Mais pour autant, nous ne sommes pas sortis du sous-développement. Bien au contraire, en beaucoup d'endroits, la situation des groupes défavorisés est sans doute aujourd'hui plus critique que ça n'a été le cas il y a une cinquantaine d'années. Donc, il faut se poser la question de savoir croissance pour qui, croissance pourquoi et croissance comment. Aussi longtemps que nous ne prenons pas ces questions ensemble, nous risquons, je crois, de tourner un tout petit peu en rond, si vous me permettez cette expression. Oui, il y a beaucoup de plans d'émergence un peu partout en Afrique, mais l'impression que les Africains ont, en tout cas les intellectuels, c'est que ces plans sont définis de l'extérieur pour venir imposer une sorte de développement dans nos pays, en oubliant peut-être nos réalités socio-culturelles. C'est plus qu'une impression, c'est la réalité dans bien des cas. Nous connaissons les auteurs de ces plans. Ce sont pour beaucoup, dans beaucoup de pays, pas tous, il faut le dire, mais dans beaucoup de pays, ces plans ont été formulés par des groupes d'études privés, je n'en nommerai aucun pour ne pas faire de jaloux, et ce sont des groupes qui ont sans doute une certaine expertise, mais pas nécessairement une expertise sur le pays concerné, ou une connaissance des réalités des pays concernés. Et dans tous les cas, le fait de formuler un plan d'émergence ne suffit pas. Même bien formulé, un plan ne se suffit pas à lui-même. Encore faut-il pouvoir le mettre en œuvre. Et le mettre en œuvre implique des choix politiques, des choix économiques et des choix sociaux. Il y a même des choix à faire sur le plan culturel. Et pour que ces choix soient faits et bien faits, il faut sans doute qu'il y ait un minimum de débat démocratique sur les finalités de ces plans, sur les moyens de les mettre en œuvre, sur les moyens de les financer, sur les moyens de les évaluer et de mesurer le progrès ou l'absence de progrès. Or, bien des fois, de telles conditions ne sont pas remplies. Non seulement les plans peuvent être totalement élaborés à partir de paradigmes dont le caractère approprié est loin d'être démontré, et très souvent ces plans d'émergence comptent pour leur financement sur le binôme que l'on connaît, qui est l'endettement et l'aide. Et il est évident que ce serait folie que d'espérer obtenir des résultats différents de ceux que l'on a obtenus en utilisant les mêmes méthodes et les mêmes acteurs. Or, bien souvent, malheureusement, ces plans laissent à penser que, en dehors du vernis, en dehors d'une certaine modernité langagière, le fond n'est pas très différent de ce qu'on a appelé quelquefois des stratégies de croissance accélérée, des stratégies de développement, quelquefois tout court. Et le pari, c'est de faire autre chose. L'ambition devrait être de faire autre chose, de concevoir la planification différemment et de mettre en œuvre des plans différemment. Au Sénégal, on a parlé de plans Sénégal émergent. Aujourd'hui, ça semble être de l'objectif un peu partout. Le gouvernement en parle un peu partout. C'est devenu pratiquement le verbatim de ce pays. Mais est-ce que vous avez l'impression que ce plan Sénégal émergent a pénétré les Sénégalais? J'ai certainement entendu parler du plan Sénégal émergent beaucoup plus par des non-Sénégalais que par des Sénégalais, paradoxalement. Peut-être parce qu'il y a un effort de marketing qui a été fait et qui a ciblé un certain nombre de groupes étrangers
qui sont aujourd'hui des acteurs importants de la scène internationale, de la planète financière, de la scène économique mondiale. Et il y a, je crois, eu un effort pour les convaincre de l'importance de ce plan, de la volonté politique de le mettre en œuvre. Je ne suis pas certain que le même effort ait été fait en direction de certains groupes sociaux à tout le monde. Et cela pose encore une fois un problème, parce que, en dernière analyse, ce sont les peuples qui vont se libérer, ce sont les peuples qui vont desserrer les taux. Ce ne sont pas simplement des gouvernements, ce ne sont certainement pas les aides extérieures qui n'ont pas manqué à l'Afrique, mais qui d'une certaine manière ont fragilisé aussi l'Afrique. C'est les peuples qui doivent éprouver un désir d'avenir, qui doivent se donner les moyens de faire en sorte que l'avenir qu'ils souhaitent devienne une réalité. Et pour cela, il faut créer les conditions pour que ces peuples puissent s'exprimer. Et peut-être que cela devrait commencer par utiliser les langues que parlent ces peuples, pouvoir débattre des questions de leur avenir dans les langues qui les concernent, et ne pas simplement se contenter de leur communiquer des messages sans qu'en retour ils ne puissent commenter sur ces messages. Il faut, je crois, un véritable dialogue, et je n'ai pas le sentiment que l'on ait fait tout ce qu'il fallait faire de ce point de vue-là. Ce qui ne signifie pas que rien n'a été fait. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce qui a été fait me semble pouvoir être amélioré de façon significative. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui que les Sénégalais ont adhéré à ce plan, ou bien est-ce qu'il y a une politique qui a été faite pour qu'ils puissent adhérer à ce plan? Est-ce qu'ils ont l'impression, ou bien la décision, les Sénégalais, de se libérer, comme vous l'avez dit? C'est au peuple de se libérer. Je pense que vous êtes mieux placé, vous, journaliste, qui tâtez le pouls du Sénégal et des Sénégalais au quotidien, vous êtes mieux placé que moi pour répondre à cette question. Mais que moi qui suis à l'étranger, qui vis à l'étranger. Mais ce que je répète, que j'ai beaucoup entendu parler de ce plan Sénégal émergent, je l'ai entendu évoqué par beaucoup de groupes étrangers, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi connu des Sénégalais, de la majorité des Sénégalais. C'est mon sentiment. Est-ce que les modèles de développement tels qu'importés de l'Occident sont adaptés à nos réalités culturelles? Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que nous devons, nous, Africains, définir notre propre modèle de développement? Qu'il faille le faire relève de l'évidence. C'est Kizerbo qui émet à parler de la nappe des autres. On ne se développe pas en important des modèles qui ont été développés dans des contextes historiques, culturels, géographiques différents des siens. Cela n'est pas du développement. Le mimétisme n'a jamais été une bonne recette pour se développer. Tous les pays dits émergents aujourd'hui se sont développés en menant des politiques qui, à bien des égards, étaient des politiques hétérodoxes. Ils ne se sont pas contentés de suivre les prescriptions venant d'un certain nombre d'institutions internationales. Ce sont des pays qui ont osé prendre la responsabilité, qui ont osé prendre des risques sur la base d'une analyse de leur propre réalité. Et je crois que cette exigence doublée d'une capacité à être audacieux, constitue la voie d'avenir pour le développement. Il ne s'agit pas de copier l'Occident. Césaire aimait à dire que nous ne voulons certainement pas être une pâle copie de l'Occident. Il ne s'agit pas non plus de copier les pays émergents, même si ces pays émergents sont des pays du Sud. Il s'agit de trouver des voies originales, il s'agit de trouver des voies qui correspondent au génie des peuples et des voies qui permettent de résoudre les problèmes du plus grand nombre. Au Sénégal, il y a eu des confréries ou des voix qui ont montré que le travail seul peut aider le pays à s'en sortir. On ne semble pas peut-être se pencher sur ces réalités sociales, ces réalités religieuses et culturelles pour pousser le pays vers le développement. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on n'arrive pas à intégrer ces donnes? Parce que je crois que si effectivement la valeur travail a été magnifiée par certains chefs religieux, par certains penseurs, il y a eu sur ce terrain
une contestation émanant d'autres groupes qui ont privilégié d'autres valeurs, l'enrichissement rapide, la débrouillardise, et quelquefois le recours à des pratiques immorales pour s'enrichir rapidement, ont été promus et quelquefois soutenus par des groupes internes, mais quelquefois aussi dans des alliances entrant en alliance avec des groupes externes. Les antivaleurs ne manquent pas. Et il y a donc une occupation de l'espace, il y a une lutte entre des valeurs qui sont sans doute porteuses de développement, qui sont importantes pour le développement, les valeurs de travail, les valeurs de justice, les valeurs d'équité, les valeurs de dignité, et d'autres qui peuvent permettre à certains groupes de tirer profit d'une rente sans qu'il n'y ait aucun accroissement dans la productivité, et des valeurs qui sont franchement antithétiques au développement, mais qui peuvent générer des bénéfices privés. J'ai entendu dire que Khalis de Kolligay donc l'Akati. Il est certain que ce n'est pas avec de telles valeurs que nous pourrons nous développer. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui au Sénégal justement que les Sénégalais soient quelque part indulgents avec ces antivaleurs dont vous parlez? Que Khalis de Lidjanti, que l'argent facile, que quand vous réveillez le matin chez vous, vous pensez plus à faire de l'escroquerie quelque part pour s'en sortir que de travailler. Je pense que l'espèce de primat accordé à la valeur monétaire des choses constitue une menace pour d'autres valeurs. Et je crois qu'il faut arriver à repenser les choses et à relativiser l'importance que l'on accorde aux choses. Vous savez, lorsque les honneurs priment sur l'honneur, lorsque la recherche de quelques paradis éphémères prime sur l'intérêt pour un autre paradis qui serait éternel, il y a problème. Il y a problème. Or, nous sommes dans une société où effectivement, dans bien des cas, les honneurs ont primé sur l'honneur. Dans une société où les valeurs sont quelquefois foulées aux pieds parce que l'argent est devenu la seule valeur. Il y a donc, je crois, un besoin de réarmement culturel, de réarmement spirituel, de réarmement sur le plan politique, sur le plan éthique, et je ne crois pas qu'il soit possible de se développer sans développer un capital social, sans développer un capital culturel, sans développer ce capital spirituel dont nous sommes d'une certaine manière les héritiers. Ce réarmement doit être fait par qui? Par les dirigeants, par les leaders sociaux, religieux, qui doit le faire? Parce qu'on a l'impression que la société est laissée face à elle-même, qu'elle est désarmée par rapport à ces genres de situations. Qu'aujourd'hui, comme disait Ousmane Sembène dans son film Le Mandat en 1966, qu'au Sénégal, que l'honnêteté est devenue un délit. Je crois que ce réarmement dont je parle est une chose trop sérieuse pour être laissée à un seul groupe. Chacun a sa part de responsabilité et doit jouer sa partition. Et quand je dis chacun, je n'exclus pas, en fait, je devrais commencer par dire que sans doute, les populations qui ont le rôle le plus important dans ce réarmement, c'est peut-être les femmes. Parce que c'est par elles, très souvent, que passent les valeurs. La reproduction sociale passe le plus souvent par elles. Et je crois qu'il est important de faire en sorte que les femmes aient leur mot à dire, que les femmes transmettent les valeurs que l'on juge essentielles pour le développement, mais cela ne se fera pas si on ne crée pas les conditions pour les habiliter pleinement. Les habilités, c'est de permettre aux femmes d'avoir accès aux ressources, de pouvoir se faire, parce que dans nos pays, la pauvreté, c'est l'un des fléaux contre ces valeurs morales qu'on peut faire revenir. Oui, c'est bien sûr d'avoir accès aux ressources, d'abord aux ressources productives,
qu'il s'agisse du capital foncier, qu'il s'agisse du capital forestier, du capital halieutique, mais aussi de ressources immatérielles, telles que l'information, qui est aujourd'hui de plus en plus, parce que nous serons de plus en plus dans les économies de savoir, il est important qu'elles aient de plus en plus accès à l'information. Il est essentiel aussi, je crois, que l'éducation, la santé ne leur soit plus comptée, qu'elles ne soient plus marginalisées dans l'obtention de leurs droits sociaux, de leurs droits politiques. Je crois qu'il y a un important effort à faire pour corriger les disparités qui sont des disparités sexo-spécifiques et faire en sorte que la moitié du Sénégal, la moitié du ciel en l'occurrence, pour parler comme Anne Souyine, soit reconnu, apprécié et qu'il lui soit donné les moyens de participer davantage au développement, en commençant par la transmission des valeurs. Vous avez sorti un livre qui s'appelle Afrique 2025, quel futur possible pour l'Afrique subsaharienne, et le titre de l'un de vos ouvrages. Comment peut-on envisager ce futur, aujourd'hui qui semble menacé par les djihadistes en Mali, par Boko Haram, dans toute la sous-région? Les défis sécuritaires auxquels sont confrontés aujourd'hui un certain nombre de pays sahéliens n'auraient pas dû surprendre. Ils étaient déjà évoqués dans cet ouvrage que vous mentionnez, Afrique 2025, qui date d'il y a déjà 10 ans. L'effondrement des États, l'échec du projet de constitution de nation était en germe dans un certain nombre de situations que nous avions analysées dès 2000. Nous avions signalé, nous avions élaboré un scénario que nous avions appelé le lion familique. C'était un scénario dans lequel les friches étatiques se développaient, c'est-à-dire des zones où l'État n'était plus présent et où la nature est en horreur du vide, les seigneurs de la guerre imposaient leurs lois. Ce n'était pas très difficile d'imaginer un tel scénario. Et nous avions espéré que les dirigeants créeraient les conditions pour qu'un tel scénario ne devienne jamais réalité. Malheureusement, nous avons été accusés d'être des Cassandres, des prophètes de malheur, et on a laissé pourrir des situations qui auraient pu être gérées autrement. Cela veut dire que rien de ce qui se passe n'est le fruit du hasard. Rien de ce qui se passe ne tombe du ciel. Toute situation a des racines qu'il faut comprendre. Si on veut résoudre le problème, il faut savoir d'où ils viennent. Et cela m'amène à évoquer donc les solutions qui sont préconisées aujourd'hui face aux problèmes sécuritaires. Laquelle? Beaucoup pensent que la solution, c'est un renforcement des armées, une solution militaire. Oui, je pense que certains problèmes ont une dimension militaire et il ne faut pas être naïf ou pacifiste au point de nier la nécessité d'apporter une réponse militaire à certains problèmes. Mais je dirais que la réponse politique est quelquefois plus importante que la réponse militaire. Et je n'ai pas toujours le sentiment que l'on ait envisagé correctement toutes les réponses politiques. Quelle doit être cette réponse politique? La réponse politique, c'est sans doute un développement plus équilibré. C'est sans doute plus de pouvoir donné aux communautés rurales. C'est sans doute un État qui s'interroge sur sa véritable mission. Nombre d'États africains sont beaucoup trop petits pour de grandes choses. On le voit bien, face aux menaces terroristes, peu d'États sont outillés pour y répondre sur le plan militaire. Et ils font donc appel à l'extérieur pour trouver des réponses. Ça veut dire qu'ils sont trop petits face à ces menaces. Mais nombre d'États africains sont aussi beaucoup trop gros, beaucoup trop grands pour un certain nombre de problèmes qui auraient dû être gérés par les communautés elles-mêmes. Je crois qu'un meilleur équilibre entre l'État, les communautés organisées, une véritable politique de décentralisation
et une véritable politique de régionalisation aurait permis d'anticiper, aurait permis peut-être d'éviter un certain nombre de conflits que nous connaissons aujourd'hui et qui sont dus soit à une trop forte présence de l'État, soit à une absence d'État dans les régions périphériques. Voilà, M. Aliou Sall, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Vous êtes spécialiste de la prospective, directeur exécutif de l'Institut des futurs africains. Nous parlons des difficultés du continent, des problèmes qui traversent aujourd'hui l'Afrique. Quelles sont les solutions qu'il faut envisager pour sortir de cette ornière? Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.